Bonjour à toutes et tous, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Quand Mathieu Ducoudray m'a appelé il y a maintenant plus d'un an et demi, en me disant Laurent, est-ce que tu voudrais faire l'état des lieux du livre de lecture en Bretagne? J'ai dit attends Mathieu, t'es sérieux? Moi je ne suis pas breton, je ne suis que normand, personne n'est parfait. Et, et il m'a dit mais si, c'est ce qu'on veut, ce qu'on voudrait, c'est un regard extérieur pour cette fois-ci. Il y a eu plusieurs états des lieux qui ont été faits. Et voilà, donc voilà la raison de ma présence aujourd'hui parmi vous. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé avec la Bretagne depuis très longtemps, notamment avec Christian Rio, bien sûr avec Mathieu. Et j'ai mené 3 études pour la FIL, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, sur l'impact du Covid sur les métiers du livre. C'est ça aussi que Mathieu voulait aussi pouvoir profiter un petit peu de tout ce travail qui avait été fait. Voilà, donc nous avons aujourd'hui un gros travail, donc je vais essayer d'aller vite parce qu'on a énormément de choses à vous transmettre. On va un peu vous saturer de chiffres ce matin, mais ça c'est un petit peu le lot des états des lieux. Pour m'aider et pour illustrer, apporter, enrichir bien sûr toute cette réflexion, je vous présente tout de suite nos invités. Donc Raphaël Gilbert qui est avec nous, qui est chargé de mission évolution des métiers, du service du livre et de la lecture au ministère de la Culture et qui nous aidera à élargir notre réflexion sur le monde de la bibliothèque et notamment sur les métiers de la bibliothèque. C'est vraiment là-dessus qu'elle travaille le plus. À côté de moi, Karine Olivier, qui est maître de conférence en sociologie à l'université de Rennes 2 et qui a été chargée de l'étude sur les auteurs. Et c'est vraiment là une grande première d'avoir une étude de cette qualité-là sur les auteurs en Bretagne. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui en ressortent. Vous avez peut-être déjà pu en jeter un œil sur Pages de Bretagne. Et puis Florent Patron également, qui nous rejoint et qui est éditeur, co-gérant des éditions Locus Solus, mais qui aussi porte un regard assez large sur l'ensemble de la chaîne du livre, et notamment les métiers de l'économie du livre. Donc avec lui, on va problématiser un petit peu toutes ces questions qui sont en cours d'étude, hein, comme l'a dit Catherine. Ce sont les études sur les libraires et les éditeurs sont encore en cours. Alors, pour poser un petit peu le cadre, très très vite, c'est vrai que le monde du livre aujourd'hui est confronté, comme toute la société française, à 3 grandes crises. La crise sanitaire, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, on n'en est pas encore sorti de loin. Une crise économique et énergétique dans laquelle nous entrons. Et puis une crise climatique dont on prend enfin la pleine mesure. J'ajouterai une 4e crise qui concerne plus le livre et la lecture, c'est la crise de l'information, et qu'on sent bien se tendre en ce moment. Une crise des vérités alternatives, une crise du débat citoyen polarisé, et qui pèse de plus en plus fortement sur le travail des acteurs du livre, pour tous ceux qui ont pour mission de transmettre, d'éditer, de diffuser, de publier une information valide. Alors c'est vrai que dans une période aussi mouvementée, aussi chaotique, il est vraiment essentiel de bien suivre les évolutions d'une filière comme la chaîne du livre pour pouvoir anticiper les difficultés et pouvoir accompagner au plus près, avec le plus d'efficacité possible, un écosystème qui vraiment, on l'a bien vu pendant la crise, reste malgré tout très fragile. Donc c'est un 3e état des lieux qu'on va vous proposer, une ébauche ce matin, avec déjà des études bien abouties et puis d'autres qui sont en cours. Et il y a déjà eu un état des lieux qui vous avait été proposé en 2010 et un autre en 2016. Et aujourd'hui, donc, c'est vraiment le moment de compléter ce travail qui a déjà été entamé. Donc plusieurs études, comme je vous le disais, ont été menées, initiées par Livre et Lecture en Bretagne. Donc ce travail avec l'université de Rennes 2 que Karine Olivier va nous présenter. La société Conseil Axial a été mandatée pour mener l'étude sur les libraires et les éditeurs en Bretagne, en association avec la Fédération de l'édition indépendante qui mène également en ce moment une étude. Et puis une étude sur les manifestations littéraires a été menée par Livre et Lecture en Bretagne directement, qui a été une étude assez rapide, mais finalement très intéressante, assez complète, avec beaucoup de choses qui remontent et un taux de réponse tout à fait intéressant. Donc ça, on va vous le présenter ce matin. Et puis également, nous avons travaillé sur les données les plus récentes des bibliothèques avec Florence, et avec aussi notre conseillère de la DRAC qui nous a aidés à dresser un portrait le plus récent possible par rapport aux bibliothèques. En sachant bien que tout n'est pas forcément... on sait bien qu'il faut du temps pour traiter les données des bibliothèques, donc les données sur lesquelles on a travaillé elles datent déjà de 2020.
Donc c'est vraiment un point d'étape qu'on vous présente aujourd'hui, mais c'est vraiment une occasion aussi de confronter nos points de vue. On va voir des choses qui vont ressortir au cours des débats. À vous aussi de nous dire si c'est comme ça que vous voyez les choses, si c'est comme ça que vous les envisagez. C'est sûr que dans une période où ça bouge beaucoup, faire un état des lieux, c'est toujours une gageure. On risque toujours que la photo soit très floue, parce que ce qui est vrai aujourd'hui pourrait bien ne plus l'être du tout demain en fonction de l'évolution. Donc c'est vrai que parfois on manque un peu de recul sur la crise sanitaire. C'est vrai que sur certains métiers, c'est encore un peu tôt pour en tirer vraiment les conclusions. Est-ce que le public est vraiment revenu dans les bibliothèques? Comment? Qui est revenu finalement? On voit bien qu'il y a une étude qui a été menée au début de l'année par le ministère qui nous donne déjà des éléments de réponse, mais qui reste malgré tout qu'une étape intermédiaire. Alors pour ce qui est de la Bretagne, c'est vrai qu'on est vraiment frappé, et ça m'a toujours intéressé à chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir ici travailler sur la Bretagne, c'est la vitalité vraiment toute particulière du monde du livre et de la lecture en Bretagne. C'est vraiment une vitalité qui est inégale, c'est vrai, selon les professions, les secteurs d'activité, une vitalité un peu récente sur certains métiers qui étaient restés un petit peu pendant des périodes un peu... disons qu'avec un petit peu manque d'évolution, et puis d'autres secteurs où on a vraiment une vitalité assez débordante. Je pense par exemple à la librairie, où on voit vraiment une floraison de librairies vraiment très importante. Tout ça, c'est vraiment ancré sur la culture régionale pour beaucoup. On sent qu'ici, on s'appuie beaucoup sur le fait qu'on est en Bretagne et qui permet d'avoir cet effet d'entraînement sur l'ensemble de la filière. Ceci dit, tout n'est pas rose, bien sûr. Il y a beaucoup de choses aussi sur lesquelles il va falloir porter un petit peu notre vigilance. Nous le révélerons au fil des présentations, et ça sera vraiment là aussi, comme je vous le disais, l'objet de nos réflexions communes. Première partie donc de cet état des lieux qu'on va vous présenter ce matin est consacrée aux auteurs et aux autrices, qu'on appelle aussi les artistes-auteurs. Ça regroupe aussi bien les écrivains, les illustrateurs, les scénaristes, les traducteurs, traductrices, mais également parfois des photographes, des plasticiens qui font aussi partie de la famille des auteurs et autrices. Il faut bien dire pour commencer que la situation des autrices et auteurs, et on le verra tout à l'heure avec Karine Olivier, n'est vraiment pas brillante. La crise sanitaire a vraiment mis au grand jour les incohérences et les injustices qui pèsent depuis longtemps sur celles et ceux sans qui rien ne serait possible, bien sûr. S'il y a des livres, c'est bien parce qu'il y a du monde pour les écrire au tout début. Toutes les études qui ont été menées ces derniers temps vraiment témoignent d'une paupérisation des auteurs, encore plus nette pour les autrices, on le verra, c'est vrai aussi en Bretagne, d'une baisse sensible de leurs revenus depuis plusieurs années, une dégradation qui date d'avant la crise. Ça serait trop facile de dire que parce qu'il y a eu la crise, on a une dégradation de vie. Non, quand on regarde les évolutions, ça date de vraiment bien avant. Ça a été accentué, aggravé par la crise, mais ça existait avant. La surproduction éditoriale, la baisse des tirages, la durée de vie de plus en plus courte en librairie pour les livres, la récente pénurie de papier, tout cela entraîne une baisse des revenus des auteurs. C'est particulièrement marquant dans les domaines de la bande dessinée et de la littérature jeunesse. C'est marquant et c'est aussi préoccupant parce que ce sont deux domaines où on trouve le plus d'auteurs qui vivent vraiment de leur écriture, qu'on pourrait considérer comme professionnels. Ce phénomène de best-sellerisation qui s'est produit au moment des reprises des librairies après les premiers confinements en 2020, on ne voyait quasiment plus que le prix Goncourt, pour résumer. Et c'est un phénomène qui marque encore fortement les ventes dans les librairies aujourd'hui. On en parlera tout à l'heure avec Florent Patron. Tout ça a laissé assez peu de place aux auteurs. Et des auteurs qui sont publiés par les éditeurs indépendants, par exemple, des éditeurs qui sont évidemment moins célèbres probablement que le prix Goncourt, mais qui sont tout à fait dignes d'intérêt et qui ne trouvaient plus leur place sur les tables des librairies. Et ça a aussi accentué la difficulté. Si on veut juste rentrer dans quelques points de détail qui font qu'aujourd'hui la situation des auteurs est complexe, et là je fais un peu le contexte national avant qu'on aborde la situation au niveau de la Bretagne. En ce moment, les auteurs sont confrontés à de multiples difficultés. Le dysfonctionnement, par exemple, du site de l'URSSAF, qui est chargé de gérer les cotisations des auteurs et qui leur complique vraiment beaucoup la vie. Aujourd'hui, la complexité, ça va peut-être s'améliorer un peu, mais il y a deux outils, on en a parlé tout à l'heure, le Pass Culture Pro et puis le site Adage, qui normalement devrait permettre aux auteurs d'être plus présents dans les actions d'éducation artistique et culturelle et qui s'avèrent
extrêmement difficile à gérer pour les auteurs. Tout ça fait qu'on a une situation qui accentue ce sentiment de ne pas être considéré, d'être un peu toujours la cinquième roue du carrosse. La difficulté, là tout récemment, la difficulté du dialogue ou l'absence de dialogue avec les représentants des éditeurs au niveau national, dès qu'on évoque la question du partage de la valeur, de la transparence des droits d'auteur, de leur réelle négociation, montre qu'on a encore vraiment beaucoup de chemin à faire pour que les auteurs soient vraiment intégrés dans la grande famille du livre. Je ne parlerai pas d'ailleurs de la dernière décision du Conseil d'État qui a dû statuer pour dire que la rémunération des auteurs ne peut pas être que proportionnelle, mais qu'elle doit être aussi appropriée. C'est pour ceux qui se sont penchés un peu sur cette question. C'était une traduction d'une directive européenne qui avait finalement été un petit peu résumée, pour dire les choses simplement, par le ministère, et qui fait qu'on ne parlait plus que de rémunération proportionnelle. Le problème, c'est que si on touche 1% de droits d'auteur, effectivement, c'est proportionnel. Mais est-ce que c'est vraiment approprié pour rémunérer un auteur? Pour terminer ce petit panorama autour des auteurs, je voudrais juste revenir sur un des points, c'est le fait de la grande diversité de l'univers de l'auteur. Quand on parle des autrices et des auteurs, on parle d'un univers extrêmement multiple, avec une diversité de statuts, de pratiques professionnelles, de conditions de vie, de revenus. On va le voir, c'est le cas bien sûr aussi en Bretagne. Ça va vraiment de l'illustratrice qui, en littérature jeunesse, qui va tirer le diable par la queue en travaillant 50 heures par jour, et jusqu'au jeune retraité qui a une bonne pension et qui va écrire les romans policiers qu'il avait toujours rêvé de publier. Ce sont tous les deux des auteurs et pourtant leurs situations sont complètement différentes. Si on prend un auteur de poésie qui ne pourra même pas imaginer un jour vivre de son écriture, et puis de l'autre côté un auteur de bande dessinée qui vit de son métier, mais qui en même temps aujourd'hui est obligé de multiplier les projets pour essayer de garder un niveau de vie acceptable. Ce sont aussi deux réalités. L'auteur qui va enchaîner des rencontres en milieu scolaire pour arriver à boucler ses fins de mois jusqu'à se demander s'il n'a pas finalement changé de métier. Et puis à l'autre bout, celui qui est salarié à plein temps et qui va grappiller des heures de lecture, des heures d'écriture sur ses loisirs, ses temps de sommeil ou sur ses vacances. Voilà, tout ça, ça fait l'univers des auteurs. Et maintenant, je crois que c'est tout l'intérêt, c'est de rentrer dans le détail et de voir si en Bretagne, on trouve aussi toute cette diversité et cette complexité de l'univers, dont je laisse la parole à Karine Olivier, qui a mené ce travail avec ses étudiants de l'université Rennes 2. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous, un peu surprise aussi parce que ce travail-là est arrivé un petit peu par hasard dans mon activité professionnelle, effectivement dans le cadre d'un travail avec des étudiants de l'université Rennes 2, du master sociologie, du master recherche et études de l'université Rennes 2, mais je suis aussi présente devant vous au titre de mes spécialités de recherche. Je suis sociologue, donc spécialisée sur la question du travail et des professions, et donc des professions au sens large, qui vont des auteurs donc, et autrices, en passant par les architectes jusqu'aux éleveurs, aux pêcheurs, aux actuaires sur les marchés de l'assurance. Donc autant de diversité professionnelle, mais qui partagent malgré tout un certain nombre de points communs du point de vue des dynamiques ou des trajectoires de professionnalisation. Alors je n'entrerai pas dans ces détails théoriques, sociologiques ce matin. Je vais plutôt être celle qui va inaugurer l'avalanche de chiffres qui va commencer de vous noyer, pour vous faire d'abord un panorama et à partir de quelques premiers résultats, quelques résultats un peu saillants de ce travail que nous avons conduit avec les étudiants. Alors, quelques petits points, quelques principes et peut-être précautions méthodologiques à prendre par rapport aux résultats que je vais vous présenter ce matin. La première chose, c'est que... Alors attendez, il faut que je trouve la manière d'utiliser la souris. Voilà. C'est que nous avons conduit, donc c'est une recherche vraiment très récente puisque les résultats datent de ce printemps.
d'accord, printemps 2022. C'est une enquête qualitative et quantitative que nous avons conduite avec donc la promotion des étudiants de master, des étudiants et des étudiantes de master 1 en sociologie de l'université Rennes 2, que j'ai co-encadré avec mon collègue Pascal Sebille, qui est lui maître de conférence en sociologie aussi et en démographie. Alors pas du tout spécialiste des professions pour le coup, mais voilà, il s'agissait d'un cours que nous avons fait. Nous avons été contactés par Livre et Lecture en Bretagne pour conduire cette enquête, sachant que les étudiants, bien sûr, et Pascal Sebille n'était pas spécialiste de cette question-là, mais en revanche spécialiste des outils de passation de questionnaires sur lesquels nous formions nos étudiants. Nous avons également, enfin les étudiants et les étudiantes ont également passé 17 entretiens auprès d'auteurs et d'autrices répartis sur tout le territoire breton, et nous avons du coup envoyé, vous m'excuserez pour les coquilles, j'ai pas eu le temps de relire, mais je m'en aperçois au fur et à mesure que je vous présente les choses, donc voilà, on n'y fera pas attention. Donc un questionnaire envoyé à tous les auteurs du répertoire de livres et lectures en Bretagne. Donc on a environ contacté 500, près de 600 auteurs, on va dire, et nous avons eu 325 réponses, ce qui est considérable puisque ça fait plus de la moitié. Il y a un taux de réponse vraiment très bon. Et c'est sur ces 325 réponses, donc je vais vous présenter les résultats. Alors voilà les principes de l'étude. Quelques précautions du coup, c'est que les résultats que je vais vous présenter ici sont représentatifs des gens qui ont répondu. D'accord ? Il ne s'agit pas du coup d'une représentativité, d'un échantillon représentatif de ce que sont effectivement tous les auteurs et les autrices en Bretagne. Cela dit, lorsque on compare un petit peu avec des chiffres que l'on peut avoir dans d'autres régions ou au niveau national, on retrouve quand même un certain nombre de résultats qui sont assez convergents et qui font dire que même si on ne peut pas parler de représentativité au sens statistique du terme, eh bien cette enquête nous donne quand même un bon aperçu de ce qui se joue, de ce qui se passe, de cet état des lieux chez les auteurs et les autrices. Alors, du coup, pour commencer, je voudrais faire rapidement, alors je vais aller très très vite, évidemment je n'aurai pas le temps d'aborder la très très grande quantité de variables dont nous disposons dans cette enquête. J'ai choisi de mettre l'accent sur certaines d'entre elles, mais bien sûr, vous n'hésitez pas à la fin de cette séance plénière à venir me poser des questions pour avoir un petit peu plus de détails. Vous trouverez également un aperçu des résultats de cette enquête dans le dossier qui lui est consacré dans Pages de Bretagne. Alors, premier résultat sur le genre. Le genre des auteurs, c'est peut-être sur ce point-là que cette enquête n'est pas tout à fait représentative, parce que comme vous pouvez le constater sur le graphique, nous avons chez les auteurs et les autrices en Bretagne qui ont répondu à cette enquête 55% d'hommes pour 43% de femmes, c'est donc à peu près la moitié, d'accord, à peu près moitié-moitié, ce qui n'est pas représentatif en fait lorsqu'on regarde les auteurs et les autrices en Bretagne de la réalité des faits, puisqu'il y a selon les différentes sources dont nous pouvons disposer 2 fois plus d'hommes auteurs en Bretagne que de femmes autrices en Bretagne. Donc là, on a une surreprésentation quand même des femmes qui ont répondu à l'enquête, ce qui n'est pas du tout un cas particulier des auteurs et des autrices, parce qu'en général, les femmes répondent plus aux enquêtes que les hommes. Mais malgré tout, donc, on a une surreprésentation des femmes dans cette enquête, ce qui n'empêche pas par la suite les résultats d'être assez convergents avec malgré tout ce que sont dans la réalité les auteurs et les autrices. En particulier en ce qui concerne l'âge. On remarque que les auteurs et les autrices en Bretagne ont en moyenne 55 ans, voilà. Et les personnes qui ont répondu à notre enquête sont pour la plus jeune âgée de 31 ans et pour la plus âgée de 85 ans. Donc on rentre dans le métier d'auteur relativement tard. D'accord, ça c'est un constat que l'on fait qui est corroboré également par les entretiens que l'on peut avoir, sachant qu'on considère ici comme étant artiste-auteur toutes les personnes ayant publié au moins une fois pour un éditeur, d'accord. Et donc on voit ici que l'entrée dans la carrière, si l'on peut le dire comme ça, dans la carrière d'auteur ou d'autrice, se fait relativement tard par rapport à l'entrée dans d'autres carrières professionnelles.
Autre élément assez notable sur ces artistes-auteurs bretons, c'est le niveau d'études. Alors vous n'avez pas toute la légende qui s'affiche ici, mais les 53%, la très grosse proportion marron, les 20% et les 11%, ça correspond à toutes les personnes qui sont diplômées du supérieur, 11% qui sont diplômés d'un bac plus 2, 20% qui sont diplômés d'un bac plus 3, et les 53%, donc là une majorité certaine d'auteurs qui sont titulaires d'un niveau de diplôme supérieur ou égal à bac plus 4. D'accord ? Donc, on observe un niveau de qualification relativement, très élevé même, par rapport à la moyenne de la qualification des gens. Donc, on peut voir ici qu'être artiste-auteur, s'engager dans un travail d'écriture, suppose peut-être un capital culturel sanctionné par le diplôme relativement élevé, sachant que, je n'ai pas mis cette statistique ici, beaucoup de ces artistes-auteurs déclarent ne pas avoir suivi de formation spécifique à l'écriture, d'accord, ni dans leur formation initiale, ni pour le coup dans des formations complémentaires par la suite, d'accord. Donc ce sont des diplômes que l'on acquiert par ailleurs dans d'autres secteurs, que ce soit le secteur en lettres, mais ça peut être aussi en sciences, sciences de la nature ou sciences sociales, et on devient par la suite artiste. On n'a pas eu une formation spécifique artiste-auteur. On n'a pas eu une formation spécifique pour ça. Élément qui est aussi important, alors qui agrège beaucoup de choses, mais je voulais vous donner cette statistique-là pour pouvoir les aborder, c'est qu'on a demandé aux artistes-auteurs de quoi était composé leur foyer, c'est-à-dire avec qui ils habitaient. Est-ce qu'ils étaient seuls ? Est-ce qu'ils étaient avec un conjoint ou une conjointe, avec ou sans enfants ? On constate que pour la plupart, les artistes-auteurs vivent en famille, soit en couple, soit avec des enfants. Alors vous constatez qu'il y a près de 39,7% des personnes qui habitent en couple sans enfants, ce qui s'explique par la moyenne d'âge aussi des personnes interrogées, puisque pour beaucoup, ce sont des personnes qui ont, compte tenu de la moyenne d'âge de 55 ans, des personnes qui ont potentiellement des enfants grands, qui ont des enfants mais qui ne vivent plus à leur foyer. Ce qui est important ici, c'est de noter la présence d'un ou d'une conjointe, ce qui va énormément compter, bien sûr, pour entretenir l'activité d'artiste-auteur du point de vue des revenus, de la fourniture d'un logement et de toutes les ressources accessoires qui peuvent être importantes pour cette activité. Pour continuer sur ce portrait, pour vous situer un petit peu où se situent les artistes-auteurs en Bretagne. Là, vous en avez les 2/3 qui vivent dans le Finistère et en Ille-et-Vilaine, avec toutefois, c'est pas la présence des grandes villes, sans doute, qui explique cette installation des auteurs dans ces deux départements, puisque 60% des auteurs interrogés vivent dans une commune alors c'est pas de plus, de moins, ça ne veut rien dire, c'est de moins de 10 000 habitants. Donc on a une présence très importante des auteurs dans des petites communes. Alors, si on regarde maintenant la manière dont on se déclare, et je surveille l'heure, la manière dont quelle est l'activité que déclarent ces artistes-auteurs en Bretagne, on se rend compte qu'une très 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 grande partie, plus de 70%, 73,5%, se déclarent écrivains. Alors ensuite, quand on rentre dans le détail des genres, écrivain, ça regroupe énormément de choses, d'accord ? Ça va de la personne qui va être auteur de BD, à la personne qui va écrire des ouvrages de loisirs créatifs, des guides touristiques, etc. Donc écrivain, ça agrège énormément de choses, mais c'est intéressant lorsqu'on interroge les personnes de voir la manière dont elles s'auto-déclarent, dont elles s'auto-définissent, sachant que les différentes portions du camembert que vous voyez ici ne sont pas exclusives, c'est-à-dire qu'on a des gens qui se déclarent écrivains, mais qui peuvent aussi en même temps se déclarer photographes, dessinateurs, traducteurs, plasticiens. D'accord, mais on se rend compte que, en grande majorité, l'identité de l'artiste-auteur en Bretagne une très très grande majorité des gens se déclarent écrivains. Plus des 2/3 d'ailleurs qui se déclarent écrivain et rien d'autre, alors que 10% se disent dessinateurs et 8% scénaristes.
Maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le détail des genres qui sont déclarés par ces artistes-auteurs, on se rend compte qu'au premier rang de ces genres se retrouve la jeunesse. Beaucoup, 20%, enfin donc un cinquième des artistes-auteurs, des écrivains donc en Bretagne déclarent la jeunesse comme étant le premier genre dans lequel ils s'inscrivent, le premier genre dans lequel ils se reconnaissent, suivi derrière du roman hors jeunesse, et ensuite du théâtre et de la poésie. Ici, cette question, enfin ce tableau, il correspond à une question que nous avons posée aux personnes interrogées, à savoir quel est le premier genre dans lequel vous vous reconnaissez, d'accord ? Et donc, on a 20% des individus qui ont classé la jeunesse comme étant le premier genre dans lequel ils se reconnaissaient. Une autre question a suivi derrière de quels sont les 3 premiers genres dans lesquels vous vous reconnaissez. Et on a un certain nombre d'éléments. Donc on a 45%, plus de 45% des gens qui classent la jeunesse parmi les 3 premiers genres auxquels ils se consacrent. Et parmi les auteurs qui classent la jeunesse parmi les 3 premiers genres auxquels ils se consacrent, il y en a 14,8 qui ne se consacrent qu'à la jeunesse. Donc c'est vraiment un secteur, enfin le genre jeunesse est un secteur très dynamique et très investi par les artistes-auteurs en Bretagne. Et parmi les personnes qui classent la jeunesse parmi les 3 premiers genres, il y en a aussi certains qui se disent par ailleurs se consacrer par exemple à l'écriture d'essais, mais on remarque quand même que la jeunesse constitue une activité quasi exclusive pour beaucoup d'entre eux. Alors, ensuite, si on classe les genres selon le genre de ces artistes-auteurs, on se rend compte que pour ce qui concerne la littérature, on a grosso modo moitié-moitié de personnes. Ces statistiques se changent lorsqu'on regarde, par exemple, la bande dessinée, qui est aussi un secteur très dynamique, où là, on a une grosse majorité d'hommes qui sont auteurs de bandes dessinées en Bretagne par rapport aux femmes, statistiques qui s'inversent lorsqu'on regarde la jeunesse, justement, jeunesse qui est un secteur dynamique, mais dans lequel on retrouve une légère surreprésentation de femmes par rapport aux hommes. Maintenant, si on regarde rapidement l'âge moyen par genre littéraire, on se rend compte que c'est dans l'activité, dans la publication de loisirs que l'âge moyen est le plus élevé, alors que là où il est le plus jeune, c'est dans l'activité dans la création, dans l'écriture et le dessin de bandes dessinées. Alors, je ne m'attarde pas trop sur ces éléments-là, dont je laisse bien sûr le diaporama et ses données à disposition. Vous pourrez les regarder dans le détail, mais pour avoir un portrait assez rapide de cet état de fait. Maintenant, si on regarde le nombre de publications par genre littéraire, on se rend compte que en moyenne, les artistes-auteurs qui publient plutôt dans les rubriques, dans des ouvrages de type loisirs, alors dans loisirs, on va inclure aussi bien les loisirs créatifs, par exemple, que le tourisme. Donc on a en moyenne les gens qui publient, qui se déclarent relever du genre loisir, vont publier en moyenne 51 ouvrages, d'accord, individuellement. D'accord. Alors que les personnes qui vont plutôt se retrouver sur des essais vont en moyenne publier 14,5 ouvrages, sachant que l'ouvrage moyen, les auteurs qui ont répondu à l'enquête déclarent tout au long de leur carrière avoir publié en moyenne 19 ouvrages chacun. D'accord. Alors, ça n'est bien sûr qu'une moyenne. On en a certains auteurs qui viennent de publier leur premier livre, d'autres qui en ont publié 50. Mais en moyenne, du coup, les auteurs en Bretagne publient 19 ouvrages. Alors ensuite, si on regarde les revenus par genre littéraire, vous avez pour chaque genre littéraire le premier bâton à gauche qui correspond à moins de 500 €. On est ici sur des revenus annuels, d'accord, le montant qui est alors pas le tout dernier à droite, qui est là les personnes qui déclarent ne pas savoir, mais le plus à droite qui est plus de 30 000 €
par an. Vous voyez ici la répartition des revenus donc, par genre littéraire. J'attire votre attention sur le fait que c'est en BD que l'on va retrouver le plus d'auteurs qui déclarent en fait pouvoir tirer un revenu complet de leur publication, puisque c'est en BD qu'on retrouve le plus d'auteurs et d'autrices déclarant gagner plus de 30 000 euros, 30 000 euros et plus par an à partir de leurs revenus tirés de leur activité d'écriture, suivi derrière par la jeunesse, dans lesquelles on a moins qu'en BD. Vous pouvez le constater, le petit bâton jaune sur la droite du rectangle ici est beaucoup plus bas qu'en BD, mais on retrouve quand même, comparé à tous les autres genres littéraires, la présence quand même d'un certain nombre d'auteurs et d'autrices qui peuvent gagner plus de 30 000 euros à partir de leur vente d'ouvrages et d'autres revenus dérivés du livre. On retrouve aussi un certain nombre d'auteurs en littérature qui peuvent gagner des revenus, alors j'allais dire conséquents, 30 000 euros par an, c'est pas non plus la fortune, mais qui malgré tout peuvent tirer un revenu uniquement à partir de leur travail d'écriture, mais ce sont les BD jeunesse et loin derrière la littérature, les trois genres qui permettent cela aux auteurs. Alors, à partir de ces activités d'écriture, les auteurs et autrices en Bretagne gagnent aussi un certain nombre de revenus tirés de leurs autres activités, ce qu'on appelle aussi les activités connexes au travail d'auteurs et autrices. Et on a 71,1% des auteurs et autrices qui ont participé à des événements en lien avec leur activité artistique au cours des 2 dernières années, donc en 2020-2021, qui correspondent aussi au contexte sanitaire Covid que l'on a connu. Et on constate que même s'il y a eu une baisse de ces autres activités, elles se sont malgré tout maintenues, que ce soit physiquement pour les périodes post-confinement, mais que ce soit aussi éventuellement en ligne pendant les périodes où on ne pouvait pas se déplacer. Chacun de ces 71,1% des personnes interrogées qui disent avoir eu toutes ces activités connexes, disent en avoir eu à peu près en moyenne 10. Ils en ont 10 en moyenne au cours des 2 dernières années. Et 94,4% de ces auteurs et autrices qui ont participé à des événements culturels et artistiques en Bretagne l'ont fait en Bretagne. La moitié, 50% d'entre eux l'ont fait en France. Et il y a 5,2% des auteurs et des autrices qui ont également eu ces activités culturelles à l'étranger. Par ailleurs, 62% de ces auteurs et autrices ont malgré tout constaté une baisse de cette activité au cours des 2 dernières années, qui correspond bien sûr à la crise sanitaire. Alors lorsqu'on regarde de quoi sont composés ces événements culturels, on s'aperçoit que pour 90,5% des gens déclarent avoir participé à des salons ou à des festivals littéraires. Il y en a 68,4% qui sont intervenus dans des médiathèques ou des librairies, 42,4% dans des activités scolaires ou universitaires, et puis les 29% que vous regardez, ce sont des interventions dans des autres manifestations culturelles hors salon du livre, mais pas de type, plutôt de type artistique. Et puis 29,9% des interventions dans des établissements de type EHPAD, prison, etc. Alors, maintenant, je voudrais insister sur 2 indices qui, du point de vue de la sociologie des professions, on peut regarder un degré de professionnalisation d'un secteur. Ça va être le temps consacré à l'activité dont on parle, en l'occurrence ici, l'activité d'écriture, mais aussi les activités liées au livre, et puis les revenus, bien sûr, qui sont issus de ces activités. Et de ce point de vue-là, le constat que l'on peut faire sur les artistes-auteurs en Bretagne rejoint ce qui a été dit précédemment et ce qui est constaté dans de nombreux rapports au niveau national, à savoir une précarisation importante des auteurs dans cette activité artistique, puisque si on regarde par exemple les heures hebdomadaires consacrées à l'écriture, on se rend compte que il y a
donc 16,9% des individus qui disent pouvoir consacrer plus de 40 heures par semaine à leur activité d'écriture et 11,7% des individus qui peuvent y consacrer entre 30 et 39 heures. Donc ça veut dire qu'on se retrouve avec moins d'un tiers des gens qui peuvent en gros consacrer un temps plein à leur activité d'écriture. D'accord, ce qui est important, puisqu'on le verra par la suite, qu'ils ont évidemment d'autres activités, ce qui explique l'impossibilité de ces activités-là. Alors, d'ailleurs, je parle, c'est une erreur de ma part, je parle d'activité d'écriture, mais non, il s'agit d'activité d'artiste-auteur. Donc, on inclut dans ces activités d'artiste-auteur le temps d'écriture, le temps de recherche, mais également toutes les activités connexes dont on a parlé, à savoir dédicaces, interventions dans des écoles, et ainsi de suite. Donc sur ces moins de 30% des personnes qui peuvent consacrer un temps plein, c'est un temps plein à toutes les activités liées aux activités d'artiste-auteur. Si on essaye de spécifier un petit peu ça par genre, on se rend compte que pour les personnes qui, j'ai mis dans l'encadré ici, dans le rectangle, les personnes qui peuvent, on estime consacrer ici un temps plein à ces activités d'écriture, on remarque que celles qui peuvent y consacrer le plus de temps, ce sont les personnes qui sont en jeunesse, en BD et en littérature. D'accord ? Donc les trois genres qui ressortent parmi la population que nous avons interrogée et qui correspondent d'ailleurs aussi aux personnes qui arrivent à dégager un revenu complet de ces activités. Évidemment, les résultats ici convergent. Ensuite, on remarque que 78,2% des auteurs et des autrices ont tiré des revenus en lien avec leur activité d'artiste-auteur au cours des 2 dernières années. Donc ça veut dire qu'il en reste un cinquième qui n'a dégagé aucune activité de ça. Et si on regarde le montant des revenus, vous avez 29% des individus qui déclarent avoir tiré au cours des 2 dernières années entre 2 000 et 10 000 euros de leur activité d'auteur. Vous en avez quand même 26,6% qui déclarent avoir touché moins de 500 euros. On inclut là-dedans la vente sur droit d'auteur, la vente de livres, les dédicaces éventuelles, etc. Si on regarde d'ailleurs ici l'origine de ces revenus, vous en avez 22% qui déclarent avoir tiré ces revenus de la vente sur droit d'auteur, 12% de l'avance de livres, 17% ça correspond à la fréquence des individus qui ont répondu, mais j'insiste ici sur donc le 22% la vente sur droit d'auteur et 12% qui vient de la vente de livres, suivi de 15% derrière sur l'adaptation éventuellement audiovisuelle ou à l'étranger de ces activités. Mais ce qu'on constate sur le graphique précédent, c'est l'importance en fait des individus qui ne tirent pas ou très peu de revenus de ces activités d'écriture. Maintenant, on a aussi 43,9% de ces artistes auteurs qui ont tiré des revenus d'intervention en lien avec leur activité artistique. Donc toutes ces interventions en école, en EHPAD, etc. Il y en a 29% qui disent avoir gagné moins de 500 euros avec ces activités connexes. Alors j'essaie de voir par-dessus la table pour voir le chiffre. 34,3% entre 2 000 et 10 000 euros. Donc ça veut dire qu'on a plus de la majorité des gens qui ont gagné de ces activités connexes à l'écriture moins de 10 000 euros au cours des 2 dernières années. D'accord. Alors je m'excuse, je passe très vite sur tous ces chiffres, mais voilà, c'était important ici de dresser ce panorama, cet état des lieux qui est donc tout frais puisqu'il date de cette année. Alors maintenant, si on regarde les revenus selon les genres, on a vu tout à l'heure le temps qui était consacré selon les genres. On peut regarder ici les revenus qui sont consacrés selon les genres. On se rend compte que pour les personnes qui déclarent pouvoir gagner plus de 30 000 euros, on retrouve toujours ces 3 genres qui ressortent, puisqu'on a des gens qui font de la BD, de la jeunesse et de la littérature, même si, vous le constatez complètement à gauche du graphique, les personnes qui déclarent gagner moins de 500 euros dans leur activité d'artiste-auteur sont aussi
très nombreux à intervenir dans le champ de la littérature, de la jeunesse également. Mais ce qui ressort des 3 derniers petits bâtons un peu isolés à droite du graphique, c'est que les activités, les genres les plus rémunérateurs sont la BD, la jeunesse et, pour certains, la littérature. Maintenant, si on regarde le revenu, non pas selon les genres, mais selon le genre des individus, vous constatez globalement, on va dire, une parité, sauf pour les 2 extrêmes du graphique, à savoir pour les personnes qui déclarent gagner moins de 500 € de leur activité d'auteur ou d'autrice. Eh bien, on a on a plus d'hommes que de femmes, mais on retrouve aussi plus d'hommes que de femmes parmi les artistes-auteurs qui déclarent gagner 30 000 € et plus. Et vous voyez ici que parmi ceux qui gagnent 30 000 € et plus, on a une très 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 large surreprésentation des hommes. Ce qui s'explique de plusieurs manières. D'une part, par l'âge. On a en moyenne des hommes qui sont plus âgés, qui fait que ils ont une ancienneté dans leur carrière également plus grande. Et puis, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, on a aussi une surreprésentation des hommes dans la bande dessinée, qui est également l'un des genres les plus rémunérateurs. Maintenant, si tout ça, ça veut bien dire que on ne vit pas, malheureusement, de son activité d'auteur ou d'autrice, et que donc pour en vivre, il faut avoir d'autres sources de revenus. Ces sources de revenus, elles viennent soit du conjoint ou de la conjointe, j'en ai parlé tout à l'heure, et dans les entretiens d'ailleurs, c'est des choses qui sont révélées. Il y a des personnes qui disent, voilà, moi, ce qui me permet de continuer mon activité, c'est que j'habite dans la maison que possède mon compagnon ou ma compagne, c'est que mon compagnon ou ma compagne ont une activité stable qui permet de faire vivre le foyer, mais ce qui permet aussi d'abord et avant tout à ces artistes auteurs de vivre, c'est les autres métiers qu'ils exercent. Et ainsi, on constate que parmi les personnes interrogées, 45% des auteurs et autrices exercent une autre activité professionnelle au cours des 2 dernières années. Cette statistique, elle monte à 76,9% lorsqu'on leur demande s'ils ont exercé une autre activité au cours de leur carrière. Alors, c'est quoi l'explication de la différence entre les deux? C'est que on a, rappelez-vous, on va jusqu'à 85 ans parmi les personnes interrogées, donc on a beaucoup de personnes qui sont à la retraite, ce qui veut dire qu'au cours des 2 dernières années, il y en a beaucoup qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle. Mais si on regarde ça à l'échelle de toute leur trajectoire professionnelle, on a beaucoup plus, on a quasi les 4/5 des individus qui ont exercé une autre activité, un autre métier, en plus de celui d'artiste-auteur. Il y en a 69,9% qui considèrent que ces activités n'ont pas de lien avec leur activité d'artiste-auteur. Cette statistique, elle est éloquente, puisque ça veut dire que plus des 2/3 des personnes interrogées disent mon autre métier n'a aucun lien avec ce que je fais dans mon travail de création. Pour certains même, c'est une activité, un job alimentaire. Pas pour tous, il y en a d'autres qui considèrent qu'ils ont 2 métiers, mais il y en a beaucoup, notamment parmi les plus jeunes, qui considèrent que cette autre activité, c'est une manière de tout simplement vivre pour pouvoir, à côté de ça, se consacrer à ce qu'ils considèrent comme étant leur vocation, à savoir leur activité d'écriture. Parmi tous les gens interrogés, on leur a demandé quelles étaient leurs perspectives professionnelles, est-ce qu'ils souhaitaient continuer, et on a, malgré tout, malgré les résultats que j'ai présentés précédemment, 63,5% qui souhaitent développer leur activité d'artiste-auteur dans les années qui viennent, et seuls 1,4% qui pensent, parmi les plus jeunes notamment, qui sont jeunes, qui pensent l'abandonner. Alors, là où ces autres métiers sont les plus présents, c'est parmi les personnes qui déclarent se consacrer à la littérature comme premier genre. Et pour le reste, notamment en jeunesse aussi, on a beaucoup de personnes qui font une autre activité. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'ils font, ces artistes-auteurs, en plus de leur activité d'écriture, eh bien, on se rend compte que près d'un tiers, 28% d'entre eux ou d'entre elles, sont salariés ou fonctionnaires hors
J'ai regroupé ici toutes les personnes qui étaient hors du secteur artistique et culturel, puisqu'on en a quelques-uns qui sont, par exemple, indépendants, c'est ce que vous voyez en rouge, les 24% qui sont indépendants salariés ou dans l'intermittence dans le secteur artistique et culturel, et dont on peut considérer qu'ils font un lien entre leur activité artistique et leur autre métier. Mais 28% sont salariés dans complètement autre chose. Ça va de un job alimentaire dans une boutique de vêtements jusqu'à être chargé dans une administration d'autres choses. On en a 5% qui sont dans la presse et 27%, la statistique que vous voyez en jaune, ce sont tous les enseignants et enseignantes de la maternelle jusqu'à l'université. D'accord ? Donc on a un tiers qui sont enseignants. Alors on voit bien que quand on regarde ces autres métiers, on peut faire des ponts entre l'activité d'artiste-auteur et ces autres métiers. C'est pas nécessairement des ponts que font les artistes-auteurs eux-mêmes, qui considèrent vraiment, on l'a vu, une frontière relativement étanche entre ces deux activités. Maintenant, lorsqu'on regarde leur inscription dans le milieu littéraire, on se rend compte que près de la moitié des auteurs et des autrices sont affiliés à la sécurité sociale des artistes-auteurs. J'ai envie de dire que la moitié. D'accord. Il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout cette affiliation et un tiers à peu près appartiennent à un syndicat d'auteurs. Ensuite, lorsqu'on leur demande s'ils sont insérés dans le milieu littéraire, est-ce qu'ils ont des liens, par exemple, est-ce qu'il leur arrive de travailler ou d'avoir des liens avec d'autres artistes auteurs? Il y en a, oui, 22% qui nous répondent c'est le cas au sein d'un réseau professionnel structuré. Oui, 50% de manière informelle, puisque beaucoup déclarent en fait travailler avec d'autres artistes auteurs dans le cadre en fait de relations amicales, personnelles qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Et 24% qui disent le faire dans les deux, à la fois de manière informelle et de manière plus professionnalisée. 4% déclarant ne pas avoir de lien. Donc en fait, ce qu'on peut constater, c'est que le travail d'écriture est une activité solitaire. Je ne vous ai pas donné ici toutes les données qu'on peut avoir sur où est-ce que les gens travaillent. La majorité, la très très grosse majorité travaille à leur domicile, par exemple. Donc c'est une activité solitaire, mais qui se fait quand même en réseau, même si ce réseau n'est pas nécessairement structuré de manière professionnalisée. Maintenant, pour finir, je terminerai là-dessus, pour ne pas trop abuser de mon temps. Je voudrais faire un petit focus, puisque c'est un peu l'occasion ici, sur la Bretagne, comme ressource, parce qu'on a tout un tas de questions qui portaient sur leur présence et leur activité en Bretagne. Ce qu'on peut constater, c'est qu'une part importante de la population est publiée en Bretagne, puisque près de 60% des gens sont publiés chez des éditeurs bretons. Mais ça ne veut pas dire que c'est exclusif, puisqu'on a aussi 68% des gens qui sont publiés par des éditeurs hors Bretagne. Donc on fait les deux, on peut faire les deux. Par ailleurs, les auteurs qui écrivent sur la Bretagne et uniquement sur la Bretagne sont très minoritaires. Il y a moins de 7% des auteurs et des autrices qui classent la Bretagne comme le premier genre. Alors quand on dit la Bretagne, c'est pas en breton, c'est sur la Bretagne, avec la Bretagne comme sujet, d'accord, qui est à moins de 7% qui le classe comme le premier genre dans lequel il publie. Mais ils sont en revanche 1 sur 5 donc, à classer la Bretagne comme l'un des 3 principaux thèmes sur lesquels ils écrivent. 1 sur 5, c'est pas négligeable. Et 90% des auteurs qui publient avant tout sur la Bretagne publient bien sûr chez des éditeurs bretons. Et cette statistique, elle baisse à 86%, mais ça reste considérable parmi ceux qui place la Bretagne comme l'un de leurs 3 principaux genres littéraires. Et enfin, sur la langue, parmi ceux qui publient avant tout sur la Bretagne, ils ne sont, j'ai envie de dire, qu'un tiers à publier aussi hors de Bretagne. Et parmi ceux qui font de la Bretagne un de leurs 3 sujets de prédilection, il y en a la moitié qui publient aussi hors de Bretagne. Et enfin, 10% des auteurs qui écrivent en breton, ce qui constitue 33 auteurs, 33 individus dans notre population. Il y en a 3 qui le font en gallo. Et ceux-là écrivent avant tout sur la Bretagne. Et parmi ceux qui écrivent avant tout sur la Bretagne, il y en a
30% qui le font en breton. Ce qui veut dire que la Bretagne constitue un sujet d'études privilégiées. Il n'est pas majoritaire, il n'est pas principal, mais ça constitue un objet de travail privilégié pour les auteurs et les autrices bretons et bretonnes. Et surtout, ça constitue un portefeuille de ressources, même si la question de j'ai appelé ça la barrière de la langue, mais la question de la langue n'est finalement pas un sujet qui ressort tellement lorsqu'on interroge les auteurs. C'est pas ce qu'ils font qu'ils vont se définir comme auteurs bretons. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère ne pas trop vous avoir assommé avec tous ces chiffres et vous avoir donné un aperçu de cet état des lieux. Merci Karine Olivier, c'était vraiment très riche, et pour ceux et celles qui ont pu se pencher déjà un peu sur le dernier numéro de Pages de Bretagne, on voit qu'il y a encore bien d'autres choses qui sortent de cette étude. On va réserver les remarques, questions à la fin de cette table ronde de façon à ce que chacun ait le temps de s'exprimer. On va être déjà un petit peu en dehors des clous au niveau de notre timing prévu au départ. J'espère que ça va. Au niveau des chiffres, là, il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, on va aborder la question des bibliothèques et on va encore aussi vous proposer un peu de chiffres. Je vais récupérer la petite souris. Voilà. Donc la deuxième partie qu'on vous propose dans cet état des lieux, c'est de s'intéresser à la lecture publique et notamment au réseau des bibliothèques en Bretagne. Alors oui, il y a bien 1001 lieux de lecture publique en Bretagne. C'est le hasard du recensement, et ce qui fait qu'on en a compté 1001 lors des derniers comptages. On va s'appuyer pour ce regard, alors très rapide, hein, cette fois-ci, je vais essayer d'aller vite pour qu'on puisse avoir le temps ensuite d'écouter Raphaël Gilbert. On va s'appuyer sur l'enquête SLL 2020. Vous savez que chaque année, hein, pour ceux qui ne sont pas du milieu de la lecture publique, chaque année, le ministère de la Culture envoie un questionnaire, hein, à toutes les bibliothèques, avec le soutien des bibliothèques départementales qui ont un rôle important dans la remontée des données, et qui ensuite, ces données sont traitées au niveau national. Ça met du temps au niveau du traitement, d'autant qu'en ce moment, l'Observatoire national a plutôt des soucis techniques avec ses outils d'analyse. Là, on va s'appuyer sur les données 2020, hein, c'est les plus récentes qu'on a pu se procurer. 847 lieux de lecture avaient répondu à l'étude. Elles sont réparties sur 801 communes. Donc, on remarquera, hein, sur la répartition entre les différents départements qu'on a un taux de réponse plus faible dans les Côtes-d'Armor, ce qui s'explique aussi par le fait qu'on a vraiment des plus petits établissements dans les Côtes-d'Armor et qui, traditionnellement, répondent moins facilement. Pardon. Si on analyse les populations desservies par cet échantillon, qui est assez représentatif, important, hein, sur l'ensemble des bibliothèques, on voit que 51% des lieux de lecture desservent moins de 2000 habitants. C'est pas une surprise, hein. Ici en Bretagne, on a de nombreuses zones rurales avec beaucoup de petites communes. 84%, si on prend sur l'ensemble, desservent donc des bassins de population de moins de 5000 habitants. C'est important d'avoir ça en tête quand on verra la suite des chiffres qu'on va pouvoir observer. Si on considère les bibliothèques municipales de niveau 1, 2, 3, alors c'est une typologie qui maintenant va être remplacée, hein, c'est la typologie qui avait été mise en place pas par l'ADB, mais par l'ABD, l'Association des bibliothécaires départementaux, et qui va être remplacée, mais si on veut pouvoir comparer, on restera sur l'ancienne typologie. C'est un classement qui avait été proposé par le ministère sur les données d'activité 2018 pour voir quel était finalement le meilleur taux d'équipement. Et la Bretagne arrive en tête, et c'est bien pour ça qu'on va regarder attentivement ce classement. Ça veut dire aussi qu'on a eu un très gros effort qui a été fait au niveau des constructions de bibliothèques en Bretagne. Pardon, je vais trop vite. Avec 300 constructions, extensions de bibliothèques de près de 30 ans, avec les chiffres que m'ont fourni notre conseillère de la DRAC, 79 chantiers de bibliothèques de 2017 à 2022, et tout ça, bien sûr, dans le cadre du concours particulier des bibliothèques qui permet d'accompagner les communes et les communautés de communes dans la construction de bibliothèques. On voit qu'une grande majorité des budgets qui ont été investis concernaient des constructions et des réhabilitations, extensions concernant les bibliothèques. Et si on voit la répartition entre les différents départements, là c'est sur les chiffres de 2017 à 2022, hein, on voit que principalement l'Ille-et-Vilaine a mis en chantier 30 bibliothèques, soit en extension, soit en construction.
Ensuite, le Morbihan avec 21 chantiers, 18 dans le Finistère et 10 dans les Côtes-d'Armor. Ceci dit, il y a beaucoup de prévisions de chantiers dans les Côtes-d'Armor et les statistiques pourraient évoluer. Donc, oui. Donc construction veut dire aussi donc surface, et si on veut considérer la surface utile qui est proposée par les bibliothèques, là on extrait, donc ce sont pour ceux qui ne sont pas habitués avec les indicateurs des bibliothèques, c'est vraiment un indicateur classique de mesurer la surface disponible pour 100 habitants. Avant on comptait pour 1 habitant, mais maintenant c'est 100, ça évite d'avoir trop de virgules. Et donc en Bretagne, on voit qu'avec tout cet effort de construction, on arrive à une surface utile pour 100 habitants de 7,2 mètres carrés. La recommandation nationale étant de 7 mètres carrés, on voit qu'on est plutôt bien placé. La moyenne nationale en 2017 était de 6 mètres carrés. Si on regarde un petit peu la répartition entre les différents départements et surtout la différence qu'il peut y avoir entre les mètres carrés disponibles pour la population desservie et pour la population totale du département, on voit des grandes disparités, et notamment, on revient sur les Côtes-d'Armor, où on voit que pour ce qui est de la population desservie, on est sur un bon niveau d'équipement, avec 7,9 mètres carrés disponibles pour 100 habitants. Par contre, si on le rapporte à l'ensemble du département, la surface disponible descend à 5,4. C'est là on sent qu'il y a encore aussi du travail à faire. Concernant les heures d'ouverture, le temps moyen d'ouverture est de 12,9, presque 13 heures d'ouverture. On sait que 12, c'est un peu le chiffre dans la typologie qui permet de classer les bibliothèques entre plus et moins de 12 heures d'ouverture. On passe de catégorie 3 à la catégorie 2. Donc la répartition n'est pas surprenante ici en Bretagne, où on trouve finalement une répartition assez classique qu'on peut trouver dans les bibliothèques, avec 17% des bibliothèques qui ouvrent de 8h à 12h et 28% et qui sont de 4 à 8 heures en semaine. Là, on est plutôt sur les relais, c'est quand on peut les identifier. Cet effort sur l'ouverture a aussi été accompagné depuis le rapport Orsena par des aides spécifiques qui étaient attribuées par l'État. 57 bibliothèques depuis 2017 ont pu recevoir cette aide avec un gain moyen de 8h20 par semaine. Ça a généré 3 ouvertures le dimanche, 32 ouvertures sur la pause méridienne et 22 ouvertures en soirée. Bien sûr, ça représente une charge de travail supplémentaire avec 0,7 ETP en moyenne de travail supplémentaire. Et on voit que sur le gain d'horaire d'ouverture, c'est aussi là réparti un petit peu inégalement selon les bibliothèques. On voit que selon les départements, pardon. Et on voit que l'Ille-et-Vilaine a été le département qui a le plus bénéficié en termes de gain d'heures d'ouverture de cette aide qui leur a été proposée. Un indicateur aussi intéressant, c'est le nombre de jours d'ouverture. 37% des lieux ouvrent de 1 à 3 jours, ce qui n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Et 36% des bibliothèques, seulement 4%, ouvrent 6 jours par semaine. Je ne rentre pas dans les détails, il y aurait bien sûr plein d'autres choses à dire, mais... Alors, ce que je précise, bien sûr, là, c'est vraiment, je survole très, très rapidement, je m'en excuse auprès de celles et ceux qui ont l'habitude de se pencher sur ce genre d'indicateurs. Tout ça sera bien sûr dans l'état des lieux qui sera publié au mois de mars, sera bien sûr plus détaillé et on rentrera dans une analyse plus fine. Sur les ouvertures le dimanche, on en parlait à l'instant, 92 bibliothèques ont déclaré en 2020 ouvrir le dimanche, ça représente un peu plus de 10% des bibliothèques. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on trouve 52% des bibliothèques ouvertes le dimanche dans le département du Finistère, donc c'est ici, chez nous. Et en Ille-et-Vilaine également, beaucoup d'ouvertures le dimanche. Ce sont des chiffres qui datent de 2020, qui ont probablement pu bouger, puisque depuis, on sait que des établissements sont revenus sur l'ouverture le dimanche, qui finalement ne répondaient pas à une réelle demande. Un indicateur, très rapidement, sur les places assises, c'est un indicateur qu'on utilise régulièrement quand on doit analyser les situations dans des bibliothèques. Ça permet de voir comment a évolué, comment la bibliothèque considère sa mission et comment elle en tient compte et comment elle évolue. C'est vrai qu'une bibliothèque, on vient simplement emprunter, on n'a pas forcément besoin de s'asseoir. Une bibliothèque où on va séjourner, où on va pratiquer des activités, des loisirs, ou aller pour des animations. Là, il faut des places assises. Donc le nombre de places assises est important. On voit qu'une bibliothèque sur 2, 54%,
offre plus de 20 places assises, et c'est un résultat plutôt intéressant ici en Bretagne. Sur le nombre de salariés et de bénévoles, 70% des bibliothèques ont au moins un salarié, ce qui représente 2179 salariés en 2020, et salariés personnes en équivalent temps plein, ça fait 1917 équivalents temps plein. En 2017, on avait 2099 habitants pour un emploi. C'est également un indicateur qu'on utilise régulièrement. Par contre, pour 2020, là, je dois reconnaître qu'on n'a pas réussi à le consolider. Il faut qu'on reprenne les données avec le ministère. On a quelques biais qui se sont introduits, qui nous font arriver à des chiffres qui ne sont pas du tout stabilisés. La moyenne nationale en 2017 était de 2211 habitants par emploi. Donc on voit qu'en 2017, la Bretagne était plutôt sur un taux de professionnalisation un peu au-dessus de la moyenne, ce qui est plutôt intéressant. 80% des bibliothèques ont des bénévoles dans leur équipe. On sait que c'est essentiel. Une dernière récente étude sur les bénévoles en bibliothèque le montrait très clairement. Sur les plus de 800 bibliothèques qui ont répondu, on a pu dénombrer 6500 bénévoles en 2020, ce qui en équivalent temps plein correspond à 423 équivalents temps plein, ce qui n'est donc pas neutre dans le fonctionnement. 6,5% des bénévoles qui ont été déclarés ont suivi une formation spécifique. Là, on est carrément en dessous des moyennes nationales. On y reviendra probablement tout à l'heure quand on abordera la question de la formation. Sur les fonds documentaires, très rapidement, vous voyez sur la gauche, je ne vais pas vous redonner tous les chiffres, on est sur une offre documentaire qui est plutôt favorable et plutôt au-dessus de la moyenne ici en Bretagne. Alors là, pareil, l'indicateur utilisé habituellement, c'est le nombre de livres imprimés par habitant, donc disponibles dans les bibliothèques. On voit que la moyenne, en 2017, en France, c'était 2,41 livres par habitant. Et en Bretagne, on est à 2,68, donc on est plutôt sur une offre documentaire vraiment intéressante et bien avec finalement des disparités entre départements qui ne sont pas vraiment significatives. Il faut dire également que les fonds des bibliothèques sont abondés bien sûr par les bibliothèques départementales et vous trouvez également ce qui représente une proportion importante pour les bibliothèques, notamment au milieu rural, de leur offre documentaire. Sur les acquisitions, plus de 7 millions d'euros ont été consacrés aux acquisitions en 2020. Voilà, quand on compare avec les moyennes nationales, on voit que là également, on est plutôt un peu au-dessus des moyennes nationales, puisqu'on est à 2,19 € par habitant en termes d'acquisition, alors que la moyenne nationale était à 1,75 €. Un effort tout particulier du Morbihan dans les acquisitions, puisque selon les extractions qu'on a pu faire sur les chiffres 2020, on a 2,88 € qui sont consacrés aux acquisitions dans le Morbihan. Bien sûr, ces livres, ils sont empruntés et avec donc des... Bon, je ne reprends pas tous les chiffres, vous les avez là à l'écran. Ce qui est intéressant avoir bien en tête que ce sont des chiffres 2020, donc ils ont été déjà impactés par la crise sanitaire. Donc on a une baisse des prêts qui est à noter, puisqu'on était à plus de presque 13 000 prêts en 2017, et là nous sommes à un peu moins de 11 000 prêts en 2020. Le nombre de livres empruntés également est à la baisse, puisqu'on passe... on était sur on est à 24 livres prêtés par emprunteur, alors qu'on était autour de 26, un peu plus de 26 en 2017. C'est à prendre avec précaution, ces chiffres-là, ils auront besoin d'être consolidés, puisqu'on est sur des périodes où il faudrait prendre en compte la situation particulière de 2020. Bien sûr, de façon incidente, le nombre d'emprunteurs a baissé et le nombre d'emprunteurs actifs également. Sur les dépenses d'investissement des bibliothèques, très rapidement, on est en Bretagne sur une moyenne de 3,95 € par habitant en termes d'investissement. On voit que les investissements sont répartis inégalement, mais là c'est intéressant de voir, par exemple les Côtes-d'Armor qu'on voyait tout à l'heure, qui étaient plutôt dans un peu en dessous des autres départements en termes d'équipement. On voit qu'il y a un effort qui est en cours au niveau des Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine également sur des chantiers, des gros chantiers. Les dépenses de personnel, c'est un indicateur qui nous semble intéressant également. Si on les compare avec les dépenses personnelles 2017, là par contre on est sur une baisse. Alors ça, pareil, ça va demander à être un petit peu approfondi. Malgré tout, et c'est un peu ce qui ressort, et ça m'intéressera que vous m'en parliez également si on a l'occasion de se rencontrer pendant ces 2 jours, pour ceux qui sont en responsabilité de bibliothèque.
il nous semble malgré tout que cette tendance, on sent qu'il y a un énorme effort de construction de bibliothèques. Par contre, les dépenses sur le personnel ne semblent pas suivre le même rythme. Donc ça, c'est peut-être un indicateur qu'il faudra absolument observer de façon attentive. Rapidement, les partenariats, puisque c'est un champ extrêmement important dans l'activité des bibliothèques en Bretagne. Les partenariats pour aller vers les publics empêchés, les publics qui sont loin des lieux de lecture et des pratiques de lecture. On voit que les services petite enfance et les maisons de retraite sont vraiment des partenaires privilégiés. Et à dire également que 25% des bibliothèques pratiquent le portage à domicile. Un mot sur les espaces faciles à lire, qui est une particularité en Bretagne, parce que c'est ici que ça a été lancé. 99 espaces faciles à lire sont aujourd'hui dans les bibliothèques de Bretagne. C'est une progression intéressante sur les premières années. On peut dire que c'est une progression qui a malgré tout été freinée par la crise sanitaire. On a eu vraiment d'autres préoccupations ces deux dernières années, mais c'est un phénomène qui est en train qui poursuit son chemin et qui est tout à fait intéressant dans le travail qui peut être fait vers les publics qui ont des difficultés avec la lecture. Et la mise en réseau également est un indicateur important dans le monde de la bibliothèque. 42 réseaux de lecture publique en Bretagne en 2022. On est sur des proportions assez comparables, si on compare par exemple avec l'Occitanie, avec 66 réseaux pour près de 6 millions d'habitants. On est sur des proportions tout à fait comparables. Par contre, si on regarde entre les différents départements, là on voit des grandes disparités. Avec notamment dans les Côtes-d'Armor et le Finistère, où on a moins de réseaux. À dire quand même que les réseaux, par exemple, dans les Côtes-d'Armor, sont plutôt des gros réseaux, avec parfois plus de 20, pas loin de 30 bibliothèques dans le même réseau. Et donc, c'est aussi à relativiser. On le fera, bien sûr, au moment de l'enquête finale. Là, on est sur des chiffres qui peuvent être perçus un peu comme ça, de façon un peu schématique. Si on voit la différence entre 2021 et 2022, on voit qu'on est toujours sur une réelle progression, puisqu'on a 7 nouveaux réseaux qui sont apparus dans le réseau de lecture publique de Bretagne. Alors, je n'ai pas le temps, parce que là, on est vraiment pris de court, je n'ai pas le temps de développer sur les bibliothèques départementales et les bibliothèques universitaires. Bien sûr, elles font absolument partie du réseau de lecture publique. On le détaillera, bien sûr, de façon plus précise dans le rapport qui sera remis au mois de mars. Voilà. Pour ce qui est, alors je m'en excuse d'avance, c'est évidemment un paysage rapide. C'est surtout pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec le réseau des bibliothèques en Bretagne, de savoir un peu de quoi on parle. Je vous propose tout de suite de laisser la parole à Raphaël Gilbert, qui, de son point d'observation tout à fait intéressant au ministère de la Culture, peut nous apporter, nous contextualiser un petit peu tout ce qu'on vient de dire sur les réseaux de lecture publique. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de faire très court pour que le collègue chargé de l'édition puisse aussi avoir un temps d'intervention. Donc, moi, je travaille au ministère de la Culture. Je suis chargée de l'évolution des métiers. Et suite au rapport Orsena de 2018, qui prenait acte, qui qualifiait aussi la transformation très importante que connaissent les bibliothèques, notamment de lecture publique, il y a eu 3 volets: un accompagnement de l'extension des horaires d'ouverture, un accompagnement de la diversification des services qui est à l'œuvre dans les bibliothèques. Et puis le cadre de mes missions, c'est maintenant d'accompagner l'évolution des métiers qui va avec cette diversification et cette transformation des bibliothèques. Alors, quelques éléments très rapides. J'ai pas de chiffres pour commencer, ça va pouvoir faire une transition. Je ne sais pas si vous avez prévu des chiffres autour de l'édition. Voilà. Il y a plus de 15 000 bibliothèques pour lecture en France, donc il y a une très grande diversité d'équipements. Moi, le cadre de mon intervention, c'était de retracer un petit peu l'évolution des bibliothèques, de voir où on en est aujourd'hui et vers quoi elles se dirigent. Alors, je vais essayer de faire tenir ça en mode pécha-coucha, je crois que c'est 6 minutes. Il y a eu évidemment une structuration, à la fois avec le développement des réseaux intercommunaux, dont vous parliez, Laurent, qui a permis beaucoup de développement de réseaux de lecture publique. On voit aussi une tendance un petit peu à la réduction de la taille des bibliothèques centres et au contraire au développement de la taille des points de proximité, des bibliothèques de quartier notamment. Et puis on a eu la loi bibliothèque dont parlait Nora tout à l'heure, donc sur laquelle je ne reviendrai pas.
Si on regarde plus précisément la diversification et la modernisation qui a marqué les bibliothèques depuis 10 ou 15 ans, il y a plusieurs éléments marquants. Alors, il y a des missions traditionnelles qui restent. Les bibliothèques sont un lieu d'accès à la culture, à la connaissance, au développement de la lecture. Et elles ont toujours joué un rôle très actif de lutte contre l'ensemble des déterminismes culturels et sociaux. C'est un lieu d'ouverture. Depuis 10 ou 15 ans, on a vu un travail très important des bibliothèques pour s'ouvrir aussi à tout ce qui permet de favoriser le lien social, les espaces de débat, de rencontres et puis de formation. Ça s'est traduit aussi par un développement des partenariats, une action assez active en direction de l'action éducative et culturelle, l'EAC, de l'éducation aux médias et à l'information, un travail aussi dans le champ de l'inclusion numérique, et puis l'investissement des pratiques créatives avec la création dans beaucoup de bibliothèques d'ateliers, de labs, de mise à disposition de matériel numérique, notamment de création, mais pas seulement numérique. On a vu aussi que la place accordée aux usagers est devenue très centrale. Alors ça s'est traduit à la fois par le développement de la participation, par l'attention portée aux droits culturels, par la place aussi réservée dans les espaces, notamment à tous les usages sur place, dans les bibliothèques. Les espaces se sont beaucoup transformés. On a vu une attention très forte portée par les élus, les cadres, les bibliothécaires, les architectes à la qualité des espaces, au confort, à la place. On sait bien qu'aujourd'hui, les gens qui rentrent dans les bibliothèques ne viennent pas seulement pour emprunter. Donc, il y a tout un tas d'usages sur place qui se sont développés et il y a eu un vrai mouvement pour faire une place à ces usages sur place et puis porter une attention aussi à la manière dont les dispositifs de médiation pouvaient prendre place et corps dans les espaces des bibliothèques. Il y a eu la transition numérique sur laquelle du coup je ne m'étendrai pas, mais on peut dire qu'aujourd'hui en tout cas les bibliothèques ont souvent 3 espaces. Il y a l'espace dans les murs, bien sûr, celui qu'on connaît le plus souvent. Il y a l'espace en ligne qui va être l'espace sur le site, dans les réseaux sociaux, qui peut prendre des formes très multiformes. Et puis il y a tout le travail de la bibliothèque au sein du territoire, qu'on appelle souvent bibliothèque hors les murs, qui peut se trouver à la fois dans l'espace public ou chez les partenaires. Alors évidemment, le Covid a généré un certain nombre de transformations, dont certaines se pérennisent. C'est intéressant. Alors les services numériques, l'accès aux ressources en ligne a été beaucoup développé. On a vu aussi se développer de la médiation en ligne, beaucoup plus, avec des podcasts, des booktubes par exemple. On a vu aussi que des formats hybrides se développaient dans les bibliothèques départementales. Ça a été beaucoup pour la formation. On a vu aussi des captations de rendez-vous culturels. Et ça, ce sont des choses qui tendent à s'installer aussi aujourd'hui de manière plus pérenne dans le paysage. Et puis on voit qu'en face de services justement de type numérique qui étaient éventuellement émergents et qui se sont développés avec le Covid et la dématérialisation, on a eu aussi un retour à des services plus classiques. Par exemple, on a des bibliothèques là qui, en parallèle, à la fois pérennisent les services de cliquer et emporter qu'on a vu émerger pendant le Covid et puis qui refont des plans de formation autour de la politique documentaire, par exemple. Parce qu'elles se sont aperçues que, du coup, que le prêt de documents reprenait une place centrale pendant cette période. Alors le choc du Covid, on a perdu la moitié de la fréquentation dans les bibliothèques. En 2020, on était à 50%. On estime qu'on est revenu à 60% en 2021. Et alors on a fait une petite enquête, un coup de sonde plutôt qu'une enquête. Mais là, on a l'impression que vraiment la rentrée 2022 marque un retour quand même très important. En septembre, on estimait à 75% le retour de la fréquentation, ce qui est quand même plutôt bon signe avec une courbe ascendante. Alors je passerai très rapidement je voulais vous présenter quelques chiffres clés de la profession, mais on a publié là récemment des chiffres clés, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller les retrouver. Ça permet notamment, il y a des petits tableaux à la fin de ces chiffres clés qui permettent de situer votre bibliothèque en fonction de la surface, en fonction de la population desservie, en fonction de la taille des équipes. Ce qui, par rapport à ce que vous évoquiez, Laurent, sur la question des effectifs, est-ce que les effectifs suivent quand la modernisation, l'extension des mètres carrés voit le jour, peut vous permettre de vous situer. En tout cas, voilà, je passerai très vite là-dessus. Je voulais évoquer un dernier point pour m'en tenir. Je vous ai promis un pécha-coucha. On a publié aussi cette année un référentiel national des compétences dans le cadre d'une très large concertation des acteurs, des associations de bibliothèques, de cadres, d'élus territoriaux, de la FIL, de l'ensemble des organismes de formation.
Ce référentiel, j'en parlerai cet après-midi, évidemment, liste des compétences classées en sous-domaines. Il y a un domaine, qui est le premier domaine, qui a été jugé important par les participants à cette concertation. Il y a 4 enjeux actuels qui ont été mis en exergue comme à la fois ayant une incidence forte sur les bibliothèques, mais comme étant aussi des domaines sur lesquels les bibliothèques peuvent agir. L'accessibilité, le numérique, la transition écologique et la responsabilité sociale, et les questions de citoyenneté et de déontologie. Vous parliez de débats citoyens polarisés. Les bibliothèques sont des lieux dans lesquels, et la loi l'a ancré, des lieux de débat, des lieux neutres, des lieux dans lesquels on peut accéder à une information pluraliste, dans lesquels on doit accéder aujourd'hui à une information, en tout cas, qui soit exempte de toute forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ou de pression commerciale. Je cite la loi. Ça nous semble intéressant, ça nous semble important, et à l'heure où les débats se polarisent, où on s'enferme dans des bulles relationnelles, informationnelles, les bibliothèques sont actives dans le champ de la pensée critique, dans le champ de l'éducation aux médias et à l'information, dans le champ de la citoyenneté. Elles investissent aussi beaucoup l'inclusion numérique, et on peut insister sur le fait que l'inclusion numérique ne se réduit pas à la question de l'administration numérique, c'est aussi de l'inclusion numérique culturelle qui doit permettre à chaque citoyen de rester citoyen dans un monde connecté. Et puis sur la transition écologique et la responsabilité sociale, juste un mot pour dire qu'on voit que les bibliothèques commencent à être actives, qu'il y aura certainement des compétences à développer dans ce champ-là, à la fois pour s'interroger sur nos pratiques en termes de production de contenu. On a des bibliothèques comme Lyon qui commencent à faire des bilans carbone qui vont pouvoir être utiles à tous. On s'interroge sur la couverture de livres, sur les achats de mobilier, les modes de construction, mais au-delà de ça, on voit aussi que cette transition écologique qui se trouve là en face de nous, c'est aussi et avant tout certainement une transition culturelle sur laquelle les bibliothèques peuvent agir, parce qu'il y a de nouveaux imaginaires à construire, parce qu'on va avoir besoin de s'appuyer sur de la connaissance scientifique, et que les bibliothèques peuvent jouer un rôle très actif en la matière. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Oui, d'ailleurs, je vous... D'ailleurs, je vous recommande un dossier documentaire qui vient d'être publié par la Fédération LAFIL, la Fédération interrégionale du livre et de la lecture, sur le livre et la lecture et l'écologie, qui est tout à fait passionnant, et vous le trouvez sur leur site si vous le recherchez. On continue notre tour d'horizon des différents champs du livre et de la lecture. Et là, ça va être à travers une petite enquête qui a été menée en septembre-octobre par Livre et Lecture en Bretagne sur les manifestations littéraires. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait des auteurs, les manifestations littéraires, c'est un domaine important pour les autres métiers, pour les auteurs, parce que c'est un des endroits où ils peuvent avoir une visibilité, rencontrer leurs lecteurs, mais aussi gagner leur vie, puisque c'est aussi un endroit où il y a de nombreuses rencontres qui sont rémunérées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par manifestation littéraire? Les festivals, les salons, les rencontres, les fêtes du livre, elles doivent être pérennes, c'est-à-dire elles existent depuis plusieurs années, récurrentes, de façon régulière, et délimitées dans le temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte des événements qui sont hebdomadaires, par exemple, dans des lieux du livre. Et puis, bien sûr, leur objet principal, c'est le livre et la lecture. On a recensé 98 manifestations littéraires en 2021 en Bretagne, avec une répartition assez équilibrée entre les différents départements. Le premier étant le Finistère, avec 30 manifestations, 25 dans les Côtes-d'Armor. Les grosses manifestations étant plutôt principalement dans le Morbihan et dans l'Ille-et-Vilaine, notamment à Saint-Malo. On va le voir. 68 manifestations ont répondu à cette enquête, c'est un taux de 69%, ce qui est tout à fait intéressant, nous permet d'avoir une mesure assez fiable. Avec une manifestation pour 34 700 habitants, là c'est vraiment uniquement pour le plaisir, là, la Bretagne se situe en fait dans la moyenne nationale. On a des chiffres assez équivalents dans les autres, c'est un peu moins que l'Occitanie, mais c'est la même chose en PACA, c'est un peu plus que dans le centre Val-de-Loire ou même en Normandie. Alors si on prend le nombre de manifestations en les comptant vraiment sans prendre en compte la taille des manifestations, on voit qu'il y a beaucoup de manifestations dans les Côtes-d'Armor et dans le Finistère. C'est vraiment là qu'on a le plus de monde.
L'évolution du nombre de manifestations de ces dernières années est intéressant à observer puisqu'on voit une progression vraiment très nette. On passe de 76 manifestations en 2018 à près d'une centaine en 2021, avec bien sûr un trou en 2020, là, qui est bien sûr dû à la crise sanitaire. Si on regarde l'évolution du nombre de manifestations par département, là c'est très net. Dans les Côtes-d'Armor, on a une très forte progression. On passe de 14 à 25 manifestations dans les Côtes-d'Armor. Alors, quelles sont les explications quand on sonde un petit peu, qu'on essaye de savoir un petit peu ce qui peut expliquer ce genre d'évolution? Il semblerait qu'il y a quand même dans les Côtes-d'Armor beaucoup de nouveaux libraires qui s'installent et qui ont des lieux hybrides et qui sont très impliqués dans le territoire et qui portent des manifestations littéraires, qui sont des manifestations qui ne sont pas des grandes manifestations, mais qui sont quand même des manifestations qui contribuent au maillage du territoire. Et puis il y a le travail aussi qui se fait en ce moment autour de la bibliothèque départementale des Côtes-d'Armor, qui aussi encourage le développement de ce type de manifestations. Sur l'ancienneté des manifestations, 39% ont moins de 5 ans. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de manifestations qui ont été créées quand même très récemment. Et par contre, 36% ont plus de 10 ans. Là, on est plutôt en dessous de la moyenne. C'est moins que par exemple en Occitanie, où 48% des manifestations ont plus de 10 ans, ou en PACA. Donc ça, c'est peut-être un sujet intéressant à creuser. On ne va pas le faire aujourd'hui, mais de comprendre un petit peu pourquoi cette pérennité des manifestations est un peu moins forte ici en Bretagne. Alors très vite, simplement, comment on appelle sa manifestation? Et c'est pas par hasard qu'en Bretagne, presque 50% des manifestations sont des festivals. Ce n'est pas du tout le cas dans d'autres régions. Si vous allez dans la région centre, par exemple, il n'y a simplement que 16% des manifestations qui sont des festivals. Par contre, il y a une trentaine de manifestations qui s'intitulent rencontres. Voilà. Mais festival, ça veut dire aussi qu'en Bretagne, on met en avant vraiment la médiation du livre, l'ouverture sur les publics, le croisement des disciplines artistiques. Et je pense que c'est ça qui peut expliquer cette nomination, cette façon de dénommer, pardon. Sur les dates des manifestations, 75% des manifestations se déroulent au second semestre. C'est quand même, ça c'est un peu une surprise, c'est plutôt équilibré, plus équilibré dans d'autres régions. Ici, on est vraiment sur 2 pics, un pic en juillet et un pic en novembre, en sachant qu'il y a 9% des manifestations qui sont en biennale. Alors si on regarde l'évolution sur les 4 dernières années, on voit qu'on a une très forte baisse. Ce sont la colonne jaune représente 2021, et on voit qu'on a une très nette baisse en mars et en avril, où on passe vraiment de la colonne grise à la colonne jaune. Et par contre, on voit en juillet et en novembre une forte poussée des manifestations. Alors, un des éléments d'explication, mais il y en aurait sûrement beaucoup d'autres, il semblerait que le Printemps des poètes soit un petit peu moins attractif. Et par contre, partir en livre en juillet avec des dotations, maintenant des accompagnements qui sont plutôt financièrement intéressants pour les manifestations, peut expliquer une part de la migration des manifestations du mois de mars au mois de juillet. Mais ça va demander à être un petit peu approfondi. Sur la durée des manifestations, pas de surprise particulière. 72% se déroulent sur le temps d'un week-end, de 1 à 3 jours, et 85% durent moins d'une semaine. Sur le genre des manifestations, on voit que bien sûr les manifestations généralistes arrivent en premier. Par contre, beaucoup de manifestations jeunesse en Bretagne, manifestations BD. Un point particulier à observer, c'est le nombre de manifestations consacrées à la poésie. Ça aussi, c'est vraiment une particularité ici en Bretagne. On en a vraiment beaucoup moins. Là, on est à plus de 10%, alors qu'on va observer 5 ou 6% dans des régions comme PACA ou Occitanie. Je cite ces 2 régions-là parce qu'elles ont fait un état des lieux de leurs manifestations littéraires récemment, et il y en a assez peu qui ont été réalisées ces dernières années dans les régions de France. Donc on s'appuiera souvent sur cette comparaison-là. Si on voit l'évolution des genres entre 2018 et 2022, on constate une spécialisation des manifestations, avec une baisse très nette des généralistes et une augmentation des manifestations jeunesse, des manifestations consacrées à la poésie ou à la BD, ainsi que les manifestations consacrées à la Bretagne, qui ont presque triplé leur nombre. Alors là, il faut préciser, parce qu'on a dû aller assez vite sur toutes ces... préciser que là, c'est le genre principal des manifestations, mais bien sûr, toutes les manifestations ne sont pas exclusivement consacrées à la jeunesse, ou les manifestations généralistes ont également, bien sûr, un secteur jeunesse, et ça, il faudra bien sûr en tenir compte dans des analyses plus fines. Pour les professions qui participent aux différentes manifestations,
quasiment toutes les manifestations invitent des auteurs, sauf les manifestations consacrées aux livres d'art. Et sinon, 76% travaillent avec des libraires, hein, donc ça fait 3/4 des manifestations travaillent avec des libraires. C'est un chiffre intéressant parce qu'il y a encore 10 ans, c'était absolument pas le cas. Hein, on sent que la place des libraires sur les manifestations a beaucoup progressé. C'est à peu près équivalent pour les auteurs. Les bibliothèques, 57% des manifestations disent avoir des partenariats avec travailler avec des bibliothèques. Là, ça peut surprendre un petit peu, vu on vient de le voir, hein, le réseau des bibliothèques en Bretagne est très développé, c'est beaucoup modernisé, c'est a beaucoup amélioré son offre qualitative. Donc je pense que là, il y a encore une marge de progression. Alors si on regarde la place des auteurs dans les manifestations littéraires, hein, c'est le nombre d'auteurs invités sur les manifestations. On voit qu'il y a 5 manifestations qui invitent beaucoup d'auteurs, dont une, hein, Quai des Bulles, qui invite 700 auteurs chaque année. Si on enlève les 5 manifestations invitant le plus d'auteurs, on voit que la moyenne est d'une 30aine d'auteurs invités sur les manifestations. Et si on regarde rapidement par genre, on voit que principalement ce sont les manifestations généralistes, BD et Bretagne qui reçoivent le plus d'auteurs. À remarquer sur, par exemple, proportionnellement, les manifestations BD reçoivent moins d'auteurs. Mais ces comparaisons-là, je dois l'admettre, hein, c'est vraiment fait un peu à la hache, comme on dit. Évidemment, la qualité de l'accueil de l'auteur, la qualité de la relation qu'on va établir avec les auteurs compte souvent beaucoup plus que le nombre d'auteurs qu'on va avoir et aligner des centaines d'auteurs derrière des tables pour signer, pour faire simplement des dédicaces, ne va pas forcément être le signe marquer la qualité de la manifestation. Très vite, sur la place des éditeurs, 815 éditeurs étaient invités en 2021 sur les manifestations littéraires en Bretagne, dont près de 300 à Étonnant Voyageur. On sait qu'Étonnant Voyageur à Saint-Malo est vraiment une manifestation tournée vers les maisons d'édition. Si on enlève les trois grandes manifestations qui invitent des éditeurs, la moyenne en général, c'est d'avoir à peu près 8 éditeurs invités sur les manifestations. Ce sont les manifestations généralistes, hein, qui invitent le plus d'éditeurs. Mais à remarquer vraiment de façon intéressante les manifestations de poésie qui, sur l'année, ont invité une 60aine d'éditeurs de poésie. Ça, c'est aussi à mettre en rapport avec aussi la vitalité de l'édition de poésie en Bretagne. Le statut des structures qui organisent les manifestations littéraires, sans surprise, 67% des manifestations sont portées par des associations. C'est même plutôt un peu en dessous de la moyenne nationale. En général, quand on compare avec les autres régions, c'est plutôt plus. C'est à mettre en rapport avec le nombre de manifestations portées par des bibliothèques, soit directement par la bibliothèque ou en lien avec la communauté de communes ou avec le service culturel de la commune. Là, on monte à 20%. Et c'est vraiment intéressant d'observer ce chiffre-là, puisque c'est pas si on compare par exemple avec l'Occitanie, seuls 11% des manifestations littéraires sont portées par des bibliothèques. Si on observe les personnels des manifestations littéraires, la moitié des manifestations ont au moins une personne salariée. Ça correspond, pour celles qui ont répondu, à 70 ETP globalement, hein, sur les 30 manifestations qui nous ont dit avoir des salariés. Par contre, si on compare entre les différents départements, là on voit que le taux de professionnalisation est très différent d'un département à l'autre. Hein, si on compare avec les Côtes-d'Armor, qui ont 25 manifestations, mais 4 TP consacrés aux manifestations. Et par contre, en Ille-et-Vilaine, où on a au contraire un nombre de TP important. Là, pareil, hein, c'est à pondérer, bien sûr, ce type d'analyse qui défavorise évidemment les départements où on a surtout des petites manifestations, mais qui sont également des manifestations de qualité qui sont proposées dans les villes petites et moyennes. Les manifestations littéraires s'appuient énormément sur les bénévoles. Une manifestation sur 2 ne fonctionne qu'avec des bénévoles. Et 52%, une sur 2 également, comptent de 1 à 20 bénévoles pour ceux qui ont des bénévoles. Sur les activités proposées, 82% des manifestations proposent des rencontres. Ce n'est pas une surprise, on sait que maintenant c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve sur toutes les manifestations, des lectures performances, des ateliers, des expositions, bien sûr, les prix littéraires qui ont tendance à monter, voilà, des rencontres professionnelles également qui sont de plus en plus fréquentes. Donc les partenaires qui sont vraiment impliqués dans l'organisation des manifestations, hein, on voit que pour plus de 80% des manifestations, c'est vraiment le libraire qui est le premier partenaire.
Le public des manifestations, là, de façon très uniquement quantitative, on manque vraiment de données qualitatives sur les publics des manifestations littéraires. Quelques régions s'y étaient risquées, comme Rhône-Alpes, ça avait donné des choses qui n'étaient pas forcément toujours très faciles à exploiter. Ça sera peut-être l'objet d'une étude à venir. Peut-être Rennes 2 pourrait s'intéresser au public des manifestations littéraires. On sait qu'ici, en Bretagne, le public se déplace beaucoup. Hein. On peut faire plus de 100 km pour aller sur une manifestation littéraire. Ça serait intéressant de pouvoir l'observer. À voir quand même sur ce camembert, 25% des manifestations qui reçoivent moins de 500 visiteurs, 68%, donc les 2/3, reçoivent moins de 2000 visiteurs. Donc on va passer vite sur celle-là parce que là c'est un peu plus difficile à lire. Si on regarde la fréquentation des manifestations par genre de manifestation, on voit que les manifestations BD, généralistes et jeunesse sont vraiment celles qui regroupent les plus grosses fréquentations, les publics les plus importants. Les budgets des manifestations, on sait que c'est un secteur qui n'est pas très riche. Hein. Les manifestations vivent quand même. Hein, on voit qu'un quart des manifestations ont un budget inférieur à 5 000 €, ce qui est vraiment très peu. C'est bien sûr des manifestations qui fonctionnent qu'avec des bénévoles. Et par contre, 21% de manifestations qui ont un budget supérieur à 50 000 €, là on est plutôt au-dessus de la moyenne nationale, parce qu'en Bretagne, on a des grandes manifestations, hein, celles qu'on a pu citer jusque-là. Il y a Livraban, par exemple, qui est aussi une grosse manifestation, à Concarneau, à Carhaix. On a des manifestations qui ont des budgets conséquents. Donc, ce sont les manifestations généralistes, jeunesse et BD qui concentrent les plus gros budgets. Alors, le financement provient à 95% d'aides publiques, hein, enfin 95% plus précisément des manifestations reçoivent des aides publiques. On est plutôt là au-dessus de la moyenne nationale. Hein, quand on observe ce qui se passe en Occitanie ou en PACA, les taux sont moindres. Hein, on est plutôt autour de 80%. Ça veut dire qu'ici, les manifestations sont plus soutenues probablement que dans d'autres régions. Le premier partenaire étant la commune, où on retrouve sur beaucoup de manifestations, hein, 75%. 60% sont soutenus par le département ou par la région. On trouve également des manifestations qui sont soutenues par l'État, notamment pour Partir en Livre, par le Centre national du livre. À noter aussi la SOFIA, hein, qui aide 18 manifestations en Bretagne, ce qui est tout à fait aussi intéressant pour diversifier les ressources. Les ressources propres, pas de très grande surprise dans les ressources propres, hein, des locations d'espace. Il y a 6 manifestations qui ont une entrée payante, hein, donc qui contribuent en partie à ces ressources propres. Traditionnellement, ce sont les manifestations consacrées à la bande dessinée qui ont des entrées payantes. Et puis, une particularité en Bretagne, c'est Étonnant Voyageur, qui a une entrée payante, et ce qui est une des rares grandes manifestations généralistes qui a une entrée payante. Les financements privés avec du mécénat d'entreprise, mais on verra que c'est un domaine qui souffre en ce moment, et la crise sanitaire, là, par contre, a marqué fortement la situation des manifestations littéraires. On voit que les manifestations considèrent malgré tout à 60% que leur situation financière est plutôt satisfaisante. Cependant, quand même, 27% sont préoccupés par leur situation financière, et 3% la trouvent vraiment très mauvaise. Les changements qui ont été constatés depuis la crise sanitaire, bon, pour une part, considère qu'on est revenu à une situation plutôt normale. Une baisse de fréquentation a quand même été, bien sûr, constatée en 2021, mais une nouvelle hausse en 2022 aussi a pu être repérée. Donc on est revenu, pour beaucoup de manifestations, elles constatent être revenues plutôt en 2022 à un public équivalent à celui qu'ils avaient pu connaître avant la crise sanitaire en 2019. Par contre, ce qui reste un peu de la crise sanitaire, c'est une difficulté croissante pour mobiliser les bénévoles. Des publics qui sont plus volatiles, c'est plus compliqué d'arriver à anticiper sur la présence des publics, un pouvoir d'achat qui baisse, mais ça on sait pourquoi. Et puis, ce que je vous disais à l'instant, une baisse des partenariats privés, ça va être un sujet de préoccupation qu'il va falloir vraiment observer de près et peut-être aussi travailler. Je sais que vous le faites déjà, il y a déjà des formations qui ont pu être proposées pour développer le financement privé. Alors, comment les organisateurs voient l'évolution de leurs manifestations? Une grande majorité souhaite vraiment développer le travail en direction du jeune public, notamment à travers l'EAC, l'éducation artistique et culturelle. Développer des actions en amont et en aval de la manifestation, c'est vraiment une orientation qui se révèle. Diversifier les animations,
mener une réflexion sur la rémunération des auteurs. Encore des manifestations posent la question en disant que ça les met en difficulté. Et pour ceux qui voient des difficultés avec notamment l'augmentation des charges, réfléchir à une programmation plus réduite tout en maintenant la qualité. Bon, je ne passe pas en revue l'ensemble des évolutions, vous pourrez les retrouver bien sûr sur ce qui vous sera proposé. Les commentaires qui étaient très nombreux et qui étaient très intéressants et qu'on développera de façon plus large dans notre état des lieux quand il sera publié, quand même témoigne d'une certaine inquiétude de la part des organisateurs pour les années à venir. Voilà pour ce qu'on peut dire de cette petite étude qui a été menée là tout récemment. Donc c'est une étude qui date d'il y a un mois et qui nous permet d'avoir un regard plutôt intéressant sur ce champ d'activité. Très vite, on passe à la dernière partie. On déborde beaucoup, je ne sais pas. Il reste 10 minutes. J'aurais pas dû regarder par là. 5 minutes. Alors, pour terminer, nous allons aborder la question le secteur de l'économie du livre. Alors, pourquoi à la fin et pourquoi finalement sur un temps un peu plus bref? C'est parce que l'étude est en cours. L'étude est en train de se faire. C'est vrai que les temps ont été un peu bousculés ces derniers mois. Ça a été un peu difficile de mobiliser les éditeurs et les libraires sur cette étude en cours. On tient malgré tout à ce que les taux de réponse soient suffisants et qu'aussi on ait le temps de faire des études économiques sur les chiffres des éditeurs et des libraires. C'est l'agence Axial qui se charge actuellement de cette étude et qui est faite en parallèle avec la Fédération de l'édition indépendante. Alors, les objectifs de l'étude, c'est bien sûr la partie observation, je passe vite, constituer un panel représentatif des différents métiers et puis bien sûr aboutir à un état des lieux. Tout ça est en train de se dérouler. En février-mars, on va pouvoir avoir des premières extractions qu'on intégrera dans l'état des lieux qui vous sera présenté. Et puis, il y aura une présentation spécifique pour la situation des libraires et des éditeurs sur le mois de mars ou d'avril. Alors, actuellement, sur les chiffres clés publiés par Livre et Lecture en Bretagne, on relevait 173 librairies. Il y en a même maintenant 178, tellement ça bouge. Il y a beaucoup de créations en ce moment, avec des 34% de librairies spécialisées qui sont plutôt bien réparties sur les 4 départements. Voilà, je ne rentre pas trop dans le détail pour avoir le temps de pouvoir avoir un échange avec Florent Patron. Et puis les maisons d'édition, actuellement 118 maisons d'édition sont recensées. Là aussi, beaucoup de créations. Ce qui est tout à fait intéressant de voir en ce moment, c'est que malgré les difficultés, malgré ces périodes mouvementées, eh bien, la conviction que ces métiers ont vraiment une raison d'être et sont une raison de vivre, font qu'il y a beaucoup de créations, aussi bien en librairie qu'en maison d'édition. Florent Patron, il faut que vous preniez un micro. Merci. Voilà. Alors, la situation des éditeurs en Bretagne est en cours d'analyse. Vous êtes éditeur, Locus Solus, vous fêtez vos 10 ans cette année. Oui, c'est ça. Et vous avez vous-même personnellement un regard plus large sur l'ensemble de la chaîne du livre, du fait que vous enseignez à Lorient sur les métiers du livre. S'il fallait caractériser aujourd'hui, pour commencer, les éditeurs en Bretagne, s'il fallait comme ça poser quelques taches de couleur pour donner un peu un portrait rapide de ces maisons d'édition, qu'est-ce qu'on dirait en premier? On dirait que c'est très varié et que c'est très multicolore, presque aussi multicolore que la belle fresque qu'on voit ici là, pour le salon jeunesse. Non, il y a vraiment une grande diversité, une grande disparité. On a souvent dit que l'édition en Bretagne était surreprésentée par rapport à d'autres régions, c'est encore à prouver, par rapport au nombre de structures éditoriales. Mais on a souvent dit aussi, pour apporter un bémol, que là-dedans, il y avait des microstructures, des auto-édités, des gens qui publiaient de manière très irrégulière ou des livres avec des tirages très, très faibles ou peu diffusés, etc. Bref, que
l'édition professionnelle un petit peu plus engagée, qu'elle soit associative ou sous forme d'entreprise, avec ou sans salariés, n'était pas si large que cela. Ceci dit, depuis plusieurs années, il y a eu un vrai renouvellement. Et il y a beaucoup de nouvelles maisons installées, pas seulement là, récemment avec le Covid, ça c'est un phénomène effectivement récent qu'on voit comme pour les librairies, mais il y a eu des créations qui se sont pérennisées sur les 10 dernières années, 15 dernières années, avec des choses qui ont pas mal bougé. Et inversement, il y a eu aussi des maisons un peu plus historiques qui étaient là dans la période peut-être précédente et qui ont soit beaucoup moins produit, soit ont disparu du paysage. Il y a eu pas mal de fermetures aussi de maisons d'édition, et certaines assez grosses, et certaines étant adossées par exemple au journal Le Télégramme, les éditions Le Télégramme, les éditions Palantine, les éditions Millefeuille, enfin voilà, des structures qui étaient pourtant avec une certaine envergure et qui pourtant ont disparu du paysage à un moment donné. Mais encore une fois, il y a du renouvellement. La crise sanitaire semble avoir vraiment fragilisé l'édition indépendante. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui, justement, par rapport à ces... On sait que pendant la période de la crise, il y a eu des aides, des soutiens, mais aussi des prêts, par exemple, des prêts à taux zéro qu'il faut rembourser maintenant. Et il y a eu des périodes où on n'a pas pu tenir les programmes éditoriaux, il a fallu reporter, annuler. On a même parfois mis son activité en sommeil pendant le temps de la crise. Aujourd'hui, alors qu'on essaye de retrouver une activité normale, comment on peut mesurer l'impact de la crise aujourd'hui sur les éditeurs en Bretagne? Moi, je crois que les maisons d'édition qui ont pris le parti de réduire singulièrement la voilure, de peut-être pas prendre les prêts d'ailleurs pour certains ou d'en prendre peu, et de moins produire sur la période, se sont retrouvées un petit peu perdantes à la sortie parce qu'elles avaient moins entamé leur trésorerie, mais elles n'avaient pas non plus produit de livres pour gagner pour générer du chiffre d'affaires pendant cette période-là. Donc je pense que ça a dû les marquer un petit peu. Nous, on n'a pas du tout fait ce pari-là. On a plutôt continué avec des décalages, comme vous l'avez dit, dans le programme éditorial, à accomplir le programme 2020 et celui de 2021. Et même si par moments on a eu des frayeurs énormes, comme tout le monde, on le disait bien tous dans la presse, la très grande risque qui nous pendait à tous au nez, on observait aussi de manière vraiment satisfaite un peu la façon dont le livre a été traité aussi pendant toute cette période dans les médias et dans le grand public. Et je crois que ça, finalement, on le voit parce que l'année 21 a été une forte année d'achat de livres. Bon, peut-être aussi parce que les gens ne pouvaient pas moins voyager, moins dépenser ailleurs. Il y avait beaucoup de lieux du spectacle vivant qui étaient encore fermés. Bref, le livre s'est plutôt bien porté en 21. Et donc, j'espère en tout cas que cette période-là aura permis de remettre le livre au centre d'un certain nombre de préoccupations culturelles d'une population large. Et j'entends aussi une population renouvelée parce que je pense notamment au jeune public qui est, alors on va dire pas seulement le jeune public au sens de la littérature jeunesse. Hein. Je pense à un public jusqu'à 25 et 35 ans qu'on voit moins, par exemple dans les salons. Là, vous citiez les salons. Et on voyait les chiffres. Bon, voilà, des fois, on se regarde avec d'autres exposants. On fait beaucoup de salons nous-mêmes. Et on se dit que la moyenne d'âge est fortement élevée. Voilà, et qu'on aimerait bien que ça se renouvelle un peu plus, pas seulement pour les enfants, les familles, mais tout simplement des gens d'une moyenne d'âge qui se réintéresseraient au livre, alors que même leurs centres d'intérêt peut-être sont partis dans d'autres voies numériques, audiovisuelles et autres. Juste pour terminer, parce que j'entends les estomacs qui commencent à se plaindre, la diffusion-distribution a toujours été un point noir, un point difficile ici en Bretagne. Juste en un mot, où est-ce qu'on en est? Comment ça évolue? Est-ce que ça reste quand même un des points compliqués quand on est éditeur en Bretagne? J'ai vu quelque part que 61%, une majorité de ceux qui avaient répondu, mais pour l'instant pas beaucoup de monde ont répondu, je crois que c'est la maison d'édition, étaient en diffusion-distribution déléguée. Donc c'est déjà un chiffre intéressant. Peut-être qu'il évoluera lorsque vous arriverez au taux de 50% de réponse.
nos confrères et, voilà, éditeurs et éditrices. Non, là, ce ne sont pas les chiffres qui sont tirés de l'étude, ce sont des chiffres, bon, tirés plutôt des chiffres clés. Donc à peu près de la moitié, vous voyez, Mmh. diffusion-distribution déléguée. Donc voilà, après ça dépend du diffuseur-distributeur. S'il est bon, ça se passe correctement. S'il est mauvais, ça peut se passer mal. Après, ça dépend aussi évidemment de la nature du programme éditorial que chacun développe à l'année, de la qualité des autrices, des auteurs, tout simplement voilà, des fois du hasard ou de la chance qu'on peut avoir sur un livre ou sur un autre. Donc il y a beaucoup de paramètres. Maintenant, je crois que les éditeurs et éditrices en Bretagne se structurent mieux, se professionnalisent plus, et que donc à côté de gens qui restent peut-être dans la débrouille et qui se débrouillent pas, des fois pas mal du tout pour vendre leurs livres ici ou là sans compter sur un diffuseur-distributeur, beaucoup quand même finissent par comprendre qu'il est mieux de passer par ces intermédiaires-là. Après, lesquels peuvent y répondre vraiment à la production, ça dépend un peu de la nature des livres qu'on fait, puisque certains ont des vocations plus nationales, clairement nationales même, pour plusieurs éditeurs en Bretagne. D'autres, à l'inverse, sont vraiment sur du local et du régional. Tout le monde n'aura pas les mêmes besoins. Et il y a eu beaucoup de concentration dans le domaine de la diffusion-distribution. Il y a eu un diffuseur historique qui était donc Eddy Large, qui s'appelait Cap Diffusion, adossé à Ouest France, qui a disparu, et qui fait que les très grosses structures, elles ont besoin de renouveler, de prendre entre guillemets des petits éditeurs, même régionaux évidemment, mais elles sont des grosses machines qui sont un petit peu parfois intimidantes pour des maisons d'édition de petite ou moyenne taille. Bon, nous, c'est notre cas, en l'occurrence, on est chez Média Diffusion et MDS, c'est une grosse structure, mais je vous assure que c'est beaucoup d'énergie et c'est Sandrine Pandaven, mon associée, qui s'en occupe plus particulièrement, pour beaucoup d'énergie pour avoir un niveau de réponse avec ces structures-là qui soit opérationnel, qui soit efficace, pour être à l'égal des très grosses maisons avec lesquelles ils travaillent. Et ça, c'est pas forcément à la mesure de tout le monde, parce qu'il faut dégager du temps, de l'énergie, et tout le monde n'a pas ce personnel-là dans ces maisons d'édition. Bien, je vous promets qu'on y reviendra bien sûr beaucoup plus en détail quand on présentera les résultats de cette étude au mois de mars-avril. Et donc voilà, on va en rester là pour aujourd'hui et pour ce matin, pardon. Et donc pour ce panorama qui est un état des lieux qui est en cours de réalisation. Donc, je ne sais pas, on n'a absolument pas le temps de prendre de questions dans la salle, je ne pense pas. On va voir dans tous les différents forums, vous aurez l'occasion, bien sûr, de commenter et de revenir sur tout ce qui a pu être dit ce matin, puisque vous allez retrouver des thématiques qui ont été abordées, qui ont été évoquées ce matin, de façon plus spécialisée dans les différents forums qui seront proposés au cours de ces 2 jours. Voilà, je vous remercie beaucoup.